un kilomètre dans une cabane en hauteur, en pente. Il dit, si tu arrives là-bas, tâche d'arriver là-bas. Moi, je mets mes vaches là-bas et moi, je vais t'amener, je vais te faire passer en Suisse. Je vais te faire passer en Suisse. Oh, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné. J'aurais pu moi-même partir. Je ne l'ai pas fait. Je suis retourné et quand le gendarme m'a vu, il était lui-même étonné. J'ai dit, je n'ai rien à perdre parce que demain, quand votre adjudant ou votre chef va venir, il peut téléphoner dans la ville d'où je suis né. Moi, je ne suis pas, on n'est pas juifs tous les deux, alors je n'ai rien à craindre. Alors, je suis remonté dans la chambre et j'ai dit, il faut qu'on s'échappe d'ici. Et c'était au premier étage, un étage pas très haut. Et vers 1 heure du matin, nous avons sauté de la fenêtre dans la cour, derrière. Eux étaient donc dans l'auberge, ils étaient là. On a sauté dans la cour. Malheureusement, en sautant, lui il est mal tombé. Et il a eu, pourquoi je raconte ça? Enfin, il s'est enflé, la cheville enflée. Il a eu. Et de là, il y avait un mur à escalader. Nous avons escaladé le mur derrière. Et par la route de derrière, nous nous sommes enfuis. Je crois, il était déjà minuit, 1 heure du matin. Nous nous sommes échappés et nous avons été, je savais à peu près, parce que vers 6 heures du soir, je voyais donc la cabane, mais la nuit, je ne savais plus voir, mais je savais à peu près. Et on a marché, on a traversé le chemin, les voies de chemin de fer, on a traversé. Et arrivant, quand j'ai vu la cabane, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller, au cas que le français me trahit ou quoi. Alors, Tu es arrivé à la cabane. j'ai pas voulu aller, au cas que, je ne sais pas, il me trahit ou il a fait venir des gendarmes. Je me suis mis à 50 mètres de là et je l'ai vu sortir de la cabane, il regardait, et j'étais chez lui. Ah, tu es déjà là, je pensais que tu viendrais plus tôt, il m'a dit. Et le 23, donc c'était déjà le 23 la nuit, le 24 septembre, où nous avons marché le restant de la nuit, monté dans les montagnes. Et en France, il n'y avait pas de lumière, il y avait donc Camouflage. le couvre-feu, je crois. Enfin, les lumières pour les ils ne voulaient pas être bombardés par les Anglais ou quoi. Mais la Suisse, elle qui était neutre, était toute illuminée. Et quand on est arrivé, on est vers 6-7 heures du matin, on est arrivé et il y avait la descente. Alors, c'était encore le 23 septembre, il faisait pluvieux, faisait froid, et je voyais toutes des lumières. Il dit, voilà la Suisse, tu dois maintenant descendre. Moi, je retourne chez moi. Et tu dois descendre, et surtout lui-même. Ne te fais pas attraper par les douaniers. Bon, alors ne prends pas la route. Il y avait des petites routes. Tu vas toujours à côté de la route, à côté des arbres et tout. Et lui, le pauvre bandit, ça devenait gonflé. Et il dit, Jacques, je n'en peux plus. Il dit, je m'en fous si je me fais prendre ou quoi. Moi, je dois prendre la route. Je n'arrive plus dans les... J'ai pris la route avec lui et c'est peut-être ça notre chance. Pourquoi? Il y avait une petite route et on marchait, on essayait de... Et on savait qu'on est déjà en Suisse, on est arrivé à un petit hameau, je voyais le petit drapeau suisse qui pendait. Et à un moment donné, on marchait et je vois sur la route des morceaux de fer, mais à, à niveau avec la route. Pas des morceaux de fer qui remontent, des plaques de fer. Et on marchait et je voulais esquiver, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il a marché dessus. Dès qu'il a marché dessus, des sonneries, des alarmes de tous les côtés. On a eu peur. Et heureusement qu'on a marché dessus. 5 minutes plus tard, tous des soldats suisses avec leurs fusils qui nous ont arrêtés. Et c'était pour nous la délivrance. C'est-à-dire, nous ont arrêtés, nous ont amenés
dans un machin militaire où il n'y avait pas beaucoup. Caserne. Même pas, non, c'était dans la montagne, ils étaient une vingtaine. Et je me rappelle toujours le lieutenant, il dit, vous devez avoir faim, hein, vous êtes juif. Je dis, oui, on est juif. Et tous mes papiers, mes vrais papiers, j'avais cousu dans mon veston entre la doublure et l'épaulette. Mes vrais papiers, j'ai tout sorti, je lui ai montré. Et lui, et voilà. Alors, je me rappelle toujours, il nous a mis un fromage gruyère. Il y avait au moins 5, 6, 7 kilos. J'ai l'impression, je ne me rappelle plus, j'ai l'impression que j'ai tout mangé avec lui. Ce n'est pas possible, mais j'ai l'impression. Et de là, il nous a amenés à la frontière suisse, de l'autre côté, à la frontière, pour prendre le train qui nous a amenés dans un camp à Aigle, un camp suisse. AIGLE? AIGLE, oui, c'est dans le... C'est pas loin de... C'est une belle région. On nous a mis dans un camp pour... les gens qui étaient... Il y avait beaucoup des Juifs se plaignaient. Pour moi, c'était le paradis. Manger... c'était magnifique. Pour moi, c'était magnifique. Tu travaillais? Pas encore. De ce camp, je suis resté 2 semaines. On m'a envoyé dans un camp près de Zurich à Buren. Toujours, on ne travaillait pas là. Et de Buren, on m'a amené dans un camp de jeunes, parce que je faisais encore partie des jeunes, 20 ans. On m'a amené à Davesco, près de Lugano, dans le Tessin. Et là, on travaillait. On construisait des routes, on construisait, mais sous des conditions merveilleuses. On travaillait dur, on nous faisait travailler. Et je suis resté là dans le camp 1 an. Tu te faisais payer? Non, non, non. Pas salaire. Non. Le manger était bien. Et là, de nouveau, mon violon m'a sauvé. C'est-à-dire, je n'ai pas au début, je travaillais dur et j'avais peur pour mes mains. Et est venue une commission dans le camp d'Amérique. C'était les Quakers américains. Et ils ont questionné tout le monde. Et quand ils sont venus à moi, je leur ai expliqué camp de Gurs, camp de Brenz, camp de Gurs, conservatoire, l'examen à Pau, examen à Toulouse, tout. Alors, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour toi. Et je crois qu'en Suisse, il y avait 20 000 Juifs échappés de France, certains d'Allemagne, 20 000. J'ai été le premier libéré pour Genève, le premier par les Quakers qui m'ont fait libérer. Et j'étais au YMCA, on m'a mis là, et ils me payaient 160, ils me donnaient une bourse de 160 francs suisses par mois. Et je me suis inscrit au conservatoire de Bruxelles. Et vous êtes eu les violons? Justement. J'ai écrit à Pau que je suis en vie, que je suis sauvé, que je suis donc à Genève. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour m'envoyer le violon? Ce qui était presque impossible parce que, et je ne sais pas comment elle a fait, un jour j'ai reçu une grosse caisse, emballée tout, avec mon violon. Je l'ai reçu. Et tu es resté en Suisse pour combien de temps? Je suis resté jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1945, et j'étais au conservatoire de Genève. J'ai passé beaucoup des examens, j'ai gagné beaucoup de prix, je donnais quelques concerts, j'ai donné tout. Et sous la direction de Ribaud-Pierre, un très grand violoniste. Et en 1945, après la guerre, j'ai été rapatrié. Donc après, je me suis pris une chambre à Genève et je vais être tout ce qu'il y a de modeste. Parce que la chambre, je crois, je payais 80 francs par mois. Il me restait 80 francs pour me nourrir. Mais c'était le peu que j'ai passé en France, ce qui n'est rien à côté de ce que les Juifs ont passé en Pologne et tout. Pour moi, tout ce que j'ai passé, c'est zéro quand on compare. Mais avec 80, je me débrouillais, je mangeais une cantine populaire qui coûtait, je m'appelle, le repas 1 franc suisse. Donc je mangeais à midi 1 franc, ça me faisait 30 francs par mois, 80 mon loyer. Il me restait de l'argent pour acheter un petit bout de pain, tout. Et voilà, j'ai été rapatrié donc en 1945. J'ai été rapatrié par les autorités suisses en Belgique. Je suis retourné à l'appartement de mes parents, la cordonnerie, il n'y avait rien, mais j'ai retrouvé 2 albums de photos
Et tout le peu, tout a été volé, la machine, machine à Il y avait coudre. des gens qui occupaient cet appartement? Non, Il était vide. il était vide. Mais il n'y avait plus rien. Mais le principal pour moi, j'ai retrouvé des photos. C'est tout. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec tes parents? Oui, je l'ai su. Quand je suis revenu donc en Belgique, de suite, je me suis mis en contact avec quelques juifs. J'étais en contact avec eux. Et on m'a dit, tous les jours arrivent des gens d'Auschwitz. Auschwitz, je ne savais même pas ce que c'est. On m'a expliqué, j'étais très vite mis au courant ce que c'est Auschwitz. Et tous les jours, j'allais à la place Rupp. C'est la place où tous les transports venaient, les rapatriés de Buchenwald, de tous les camps, venaient là-bas. Et je vois un ami à moi d'enfance, son nom c'est Max Neyman. Il était dans les camps. Il était là parce que ses frères, ils étaient 5 frères. Tous les 5 sont revenus des camps. Et un des frères qui est revenu, il dit, mais c'est ton père, il me dit, qui m'a sauvé ma vie à moi, Hermann. Il dit, quand je suis arrivé de Malines dans un des camps, ou Blechhammer, ou un des camps, je ne sais pas lequel, mon père, quand un transport arrivait, il sortait pour voir s'il ne savait pas où je suis. Alors il venait toujours voir, et quand il a vu Hermann, qu'il connaissait depuis, alors il dit, moi j'ai besoin, lui c'était un petit cordonnier, il travaillait pour moi en Belgique, alors on l'a sorti des rangs, et dit, indirectement j'ai été sauvé par ton père, il dit. Ton père était cordonnier dans un des camps? Il était, oui, j'ai oublié, il était cordonnier dans je crois dans un ou deux camps, Blechhammer ou Grossrosen. Blechhammer, il est resté le plus longtemps. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il y a un monsieur Pitel que j'ai connu là-bas, qui revenait des camps, il dit, ah mais ton père est vivant? Il est vivant, il dit, oui, je l'ai vu il y a 8 jours, 9 jours, je l'ai vu, il était assez bien, il dit, oh mon Dieu, je me suis mis à pleurer de joie, et tous les jours je venais, tous les jours. Et j'ai appris après qu'il était mort, un ou 2 jours après que M. Pitel l'a vu vivant. Il est mort où? À Buchenwald, mon papa. Il est mort. Et ma mère et ma sœur sont morts en arrivant au camp. Oui. Où c'est, à quel camp? À Auschwitz. Auschwitz. Ils ont été gazés? Oui, en septembre, je crois le 5 ou le 8 septembre. Ils sont arrivés dans le même transport que mon père. Mon père, on l'a fait descendre avant Auschwitz. Comme il était un homme assez fort, et ils l'ont fait descendre avant, mis dans les camps. Ma mère a été le même jour gazée, j'ai appris. Voilà ce que je peux raconter de ma... Raconte-moi comment tu as connu quand est-ce que tu t'es marié? Eh bien, quand je suis venu à Bruxelles, donc, je restais 1, 2, 3 mois, et j'ai décidé de retourner à Pau pour chercher les affaires de mes parents, le peu d'argent qu'ils ont laissé, les quelques bijoux, et pour remercier M. Pétron pour ce qu'il avait fait pour moi. Je me rappelle, de Suisse, j'avais amené une montre suisse pour chacun, pour M. Pétron, pour sa femme, pour sa fille. Je suis arrivé donc à Pau, et il m'a reçu comme un fils. Il m'appelait toujours mon petit, j'étais son fils. Et il m'a de suite, tout le paquet était intact, il y avait, je ne sais pas, 300 $, et les bijoux de famille, une bague de ma sœur, une montre en or de mon père, même la bague de mariage. Ma mère n'a pas voulu la garder. Elle sentait que de Gurs, quand on l'envoie dans elle m'a tout donné. Ils n'ont rien gardé, mes parents. Et j'ai récolté là. Alors, le même soir, j'ai pris le train, j'étais à Pau. Je dis, tiens, je vais prendre le même soir le train pour retourner de Pau à Paris, et Paris-Bruxelles. Alors, je me suis rappelé de Juliette, ma femme. Donc, j'étais caché chez la famille Efrati 4 jours. Et on a un peu flirté, Juliette et moi, donc la sœur de Jacques Efrati qui était au camp de Gurs. J'ai dit, tiens, j'ai 4-5 heures à tuer. Et je me rappelais que Juliette, qui est ma femme actuelle, elle travaillait dans un magasin de chapeaux à Pau, en face du conservatoire de Pau. J'ai dit, tiens, je vais prendre une chance, je vais aller au magasin voir si elle
si elle est toujours là. Sinon, j'irai à la maison. J'arrive au magasin, je la vois à l'intérieur. Elle m'a vu, elle est sortie, on s'est embrassé. Elle dit non, tu ne vas pas partir ce soir à Bruxelles, tu vas venir à la maison, tu vas passer la nuit. J'ai dit non, j'ai déjà mon billet. Non, 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 non. J'ai fait ça, donc je suis retourné chez la famille, que j'ai reconnu tout le monde. Ils m'ont très très bien reçu. J'ai passé la nuit. Et après, donc... Ils n'ont jamais été déportés? Non. La Non, famille non, la sœur de ma femme s'est mariée pendant la guerre et eux se sont cachés avec sa famille à mon beau-frère. Et les Allemands sont venus chez la famille Efrati. Ils sont venus. Donc quand la zone occupée a été occupée par les Allemands, ils sont venus, ils ont sorti les passeports turcs et quand ils ont vu, un disait à l'autre... ils savaient que la Turquie était l'allié de l'Allemagne. C'est seulement vers la fin de la guerre qu'ils se sont détachés. Mais je crois que malgré le grand mécanisme allemand, heureusement, il n'était pas très bien au courant. Parce que dans la zone occupée, comme en Belgique, on prenait tous les juifs turcs. Les Efratis, c'était des juifs turcs. Oui, des juifs de Turquie qui ont émigré en 31-32 de Turquie pour Pau. Et quand est-ce que tu t'es marié? Eh bien, on s'est marié un an plus tard. Oui. Je suis à le mariage religieux à Pau, dans la maison de mes beaux-parents, à Pau. Et le mariage civil, d'abord le mariage civil à Bruxelles. Je l'ai fait venir à Bruxelles. On s'est marié civilement. Et puis j'ai été marié. Et 8 jours plus tard, on est reparti à Pau. On s'est marié religieusement. Le rabbin de Bordeaux nous a mariés. Et puis on est parti en Belgique. Pour combien de temps tu es resté en Belgique? En Belgique, je suis resté jusqu'en 51. Faisant quoi? Jouant du violon? Non, j'ai revu mon professeur. J'ai perdu tout le... C'était je n'avais pas d'argent. Et il me fallait encore des... orchestre, j'aurais pu rentrer dans l'orchestre, je ne voulais pas, je voulais toujours être soliste. Et alors, je n'avais pas d'argent pour recommencer, et ma tête n'y était plus. Il n'y était plus du tout. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme Alors, j'ai commencé à faire un peu de commerce, fabrication je me rappelle, je faisais des fabrications des articles pour bébés, des bavettes, des machins. Le plastique venait de sortir à ce moment-là, qui n'existait nulle part. Tout venait d'Amérique. Alors, je connaissais quelqu'un qui me donnait des rouleaux de tissu. J'ai commencé, je me suis débrouillé pas mal. Pourquoi tu es venu en Amérique? Non, en 51, il y avait la guerre de Corée, en 50-51. On a eu peur, j'ai cru que de nouveau, la Russie va envahir l'Europe, ce que l'histoire montre qu'ils étaient prêts. Et je suis parti pour l'Amérique du Sud, au Brésil. Je suis parti avec ma femme et avec ce fameux Philippe que j'ai parlé au début, un Philippe Schipper. On a travaillé, on a fait une petite fabrique de lingerie. On s'est débrouillé après. Et comme j'avais fait une demande en Belgique, je voulais toujours aller aux États-Unis. J'avais fait une demande au consulat américain à Anvers pour émigrer, mais la quota polonaise était très très longue, très longue. Il disait 5, 6, 7 ans d'attente. Je dis bon, je pars de toute façon au Brésil. Et quand j'étais au Brésil, j'ai été au consulat américain me registrer que j'habite ici. En 55, des nues, je reçois, je crois, une lettre, non, j'avais pas le téléphone, non. Une lettre, une convocation pour me présenter au consulat américain à Sao Paulo. Et je parlais très très bien, j'ai appris le portugais parfaitement, l'espagnol, je parlais très bien. Et j'étais au consulat, et le consul, Mr. Phillips, je m'appelle, m'a donné mes papiers d'immigration pour venir aux États-Unis. Alors, c'était valable 3 mois, le visa. J'ai demandé une extension, une prolongation pour liquider le peu que j'avais. J'avais déjà un peu d'argent. J'ai liquidé tout et je suis venu à Los Angeles. Ah, directement à Los Angeles? À 5, oui.
Pourquoi Los Angeles? Je me rappelle toujours, j'ai vu dans Life Magazine, j'ai vu une photo de MacArthur Park. Je me rappelle toujours que c'est beau, je dis. Quand j'ai vu après MacArthur Park, naturellement, ce n'est pas la même beauté. J'étais attiré, jeune, on ne réfléchit pas beaucoup. Et je suis venu donc à Los Angeles. Tu n'as pas d'enfant? On n'a pas eu d'enfant. Ma femme, on a tout fait, on n'a pas pu avoir d'enfant. Et tu es à la retraite maintenant? À la retraite depuis 10 ans. En 62, j'ai pris ma retraite. J'aurai 73 ans le mois prochain. Est-ce que tu penses souvent de ce qui s'est passé pendant la guerre avec l'Holocauste et tout ça? Oui, beaucoup, naturellement. Beaucoup. Il n'y a pas une nuit par semaine que je ne rêve pas de mes parents. Et qu'est-ce que tu crois qui t'a fait survivre? Personnellement, Oui. pratiquement la chance. J'ai beaucoup de chance. Mais toujours l'espoir de revoir mes parents. C'était toujours... Je ne savais pas que ça c'était une chose horrible pareille. Toujours, j'avais l'espoir. Au moins ma sœur, mon père, n'importe qui. Et je n'ai pas eu cette chance. Et après, nous étions une grande famille, plus de 100 personnes en Pologne. Et un cousin à mon père m'a écrit. Il avait l'adresse en Belgique, je m'appelle. Il m'avait écrit en Belgique et je suis resté en correspondance avec lui. Et c'est par lui que j'ai appris qu'il n'y a pas eu de survivants. Il était un des rares survivants de cette grande famille. Tout le monde a été anéanti. Pardon? Tout le monde a été anéanti. Une famille de plus de 100 personnes. Anéantis tous. Ben, écoute, moi je te remercie pour ce témoignage. On va montrer les photos maintenant. D'accord. Allez-y. Ça y est? Oui, oui. Bon, voilà, c'est une photo de mes grands-parents du côté de ma mère maternelle. Tu connais leur nom? Oui, je connais le nom de mon grand-père, Motek. Motek. Où c'est que ça a été pris? Ça a été pris et le nom de famille Frankind. Oui, et ça a été pris? Ça a été pris à Garvolin, qui est une ville à... Mais en quelle année? Je crois que ça a été pris dans les années 35-36. Parfait. Oui. C'est la photo, c'est mon papa, mon père, Zelek Kupermin. C'est une photo qui a été prise en Belgique, que j'ai reçue du consulat polonais. À quelle année? C'est une photo qui a été faite en l'année 37. Donc il avait donc près de 40 ans. Bon. Pas trop de détails, hein? Ok. C'est la photo de ma maman, Malka Kupermin. Cette photo a été prise à Bruxelles la même année que celle qui a été prise de mon père, une photo de passeport. Quelle année? Je crois en 37-38. C'est la photo de ma sœur, Rosette Kupermin. Photo prise à Bruxelles en Belgique, aussi dans les années 38 ou 39. Voilà une photo de à gauche, c'est moi, Jacques Kupermin. Quel âge tu avais? J'avais là donc 10 ans. Oui, à côté? À côté, c'est mon père. Et à côté, ma sœur, Rosette. Ça a été pris en Belgique. En quelle année? Donc, c'était dans les années 32. Au-dessus, hein? Voilà une photo qui a été faite en Pologne, dans les années, je crois, 31, 32. Et c'est mon père à gauche, à côté c'est moi, et tout le restant c'est des cousins à mon père. C'est la jeune fille, c'est des cousines aussi? Une cousine aussi, oui. Bon. En Pologne. Voilà mon père au camp de Gurs en 1941, prise par le frère à ma femme. Et Gurs est en France? Gurs est en France, oui. Bien. Voilà une photo du mariage de ma femme et moi, prise le 15 décembre 1946. À gauche est la mère de ma femme. Qui s'appelle comment? Et qui s'appelle Rebecca Saoul. Il y a Juliette. Oui. Et moi debout, Jacques. À côté, la petite fille, c'est une petite nièce, Gisèle Lévy. Et à côté, le monsieur, c'est le père de ma femme, Chaim Efrati. Très bien.
C'est, je crois, 1 an après notre mariage à Bruxelles, en 1947, ma femme, ma chère femme et moi. Juliette Cupermine et Jacques Cupermine. Voilà une photo récente, prise à un mariage de ma femme et moi. C'est une photo qui a été prise, je crois, en 1991. Et où ça? Et, je crois au Hilton Hotel, ici à Los Angeles. Californie. Californie, oui. Parfait.